Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du grenier. On va commencer par un hommage pour deux personnes qui ont disparu. Je vais parler de Michel Devigne, réalisateur français, réalisateur de films confidentiels, films d'auteur, donc évidemment destinés à un public averti, et puis surtout personnellement la disparition d'un grand monsieur qui a laissé un héritage très riche, qui a bercé à la fois mon enfance et mon adolescence avec un certain personnage que vous connaissez sous le nom de Albator. Et oui, malheureusement, à l'âge de 83 ans, la semaine dernière, nous a quitté Eiji Matsumoto, le père de Albator, qui est plus connu dans son nom original de Captain Harlock. Captain Harlock qui est né d'ailleurs dans une apparition de la première série, premier long métrage de Eiji Matsumoto, qui était Galaxy Express 999. Évidemment, c'est tout un univers qui, malheureusement, aujourd'hui vient de perdre son père à la fois créateur, père spirituel, etc. On se souvient que pendant toutes ces années, il a contribué, participé à un certain nombre de projets, dont l'un des derniers qui a été les plus notables, les plus notoires, ça a été évidemment l'adaptation en live, pas en live, mais en CGI, pardon, de justement son personnage de Albator, mais aussi de sa collaboration pour l'album des Daft Punk avec ce fameux long métrage Interstellar 5555, qui est aujourd'hui, je dirais, une œuvre culte à la fois pour les passionnés de l'univers de Eiji Matsumoto, mais aussi des Daft Punk. Vidéo dans les films du grenier, on parle de cinéma, évidemment, mais on parle aussi de séries télé. Surtout que maintenant, aujourd'hui, avec l'explosion des plateformes streaming, faut bien admettre qu'on a énormément de choix. Et je voudrais revenir aujourd'hui sur une série que je suis en train de suivre et que je trouve plutôt bien foutue, mais surtout grâce à une actrice. Cette actrice, c'est Natasha Lyonne. Natasha Lyonne, on l'avait vue dans un certain nombre de films de petits rôles, plus particulièrement dans American Pie, mais là où elle a véritablement explosé, c'est dans Orange is the New Black, cette fameuse série sur l'univers carcéral féminin. Cette actrice assez atypique, une rousse avec une voix cassée, qui véritablement explose à l'écran. Et elle a explosé dans une série que j'avais plutôt bien aimée, qui en est déjà à 2 saisons, qui est Les Poupées Russes. Si vous n'avez jamais vu cette série, je vous invite à aller la voir parce que je trouve que franchement, à la fois le style, la narration, le rythme, le montage et l'histoire même sont très intéressantes et sortent un petit peu des sentiers battus. Et récemment, elle vient de sortir une autre série dans laquelle elle est dans le rôle principal, est réalisé par Rian Johnson. Rian Johnson, voilà, c'est ce réalisateur qui nous a fait son petit délire avec le dernier Jedi et qui récemment a fait 2 films qui s'appellent Knockout ou Knife Out, pardon, avec Daniel Craig. Pareil, ce sont des films qui essaient de surfer un petit peu sur le style Agatha Christie, enquête, etc. Même si, alors, le style est intéressant, même si les scénarios, il y a encore beaucoup à potasser. Mais là, force est de constater que là, il arrive à se surpasser avec cette série qui s'appelle Poker Face. Je vais y arriver. Et Poker Face, en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a un don qui lui permet de savoir si une personne dit la vérité, si elle ment, ou truc comme ça. Donc elle a une sorte de 6e sens, et ce 6e sens va être utilisé par son patron, qui est un patron de casino, sauf que en parallèle à cette histoire, il va y avoir un crime. Et il se trouve que le crime concerne la victime, est une amie de ce personnage. Et donc elle va, comme ça, faire suivre un petit peu en parallèle cette histoire, sauf qu'elle va finir par deviner un petit peu les tenants et les aboutissants de ce meurtre. Et finalement, elle va se retrouver dans une chasse à l'homme, tout simplement. Et donc, sur 6 ou 8 épisodes, on va la suivre comme ça, dans son parcours. Et dans son parcours, évidemment, elle va être confrontée à des événements, à des histoires dans lesquelles elle ne va pas s'empêcher de pouvoir y foutre son nez pour essayer d'y apporter des vérités. Alors, c'est plutôt bien foutu, c'est
c'est très bien tourné, les scénarios sont intéressants, la mise en scène est également très intéressante, et puis surtout, voilà, je vous dis, cette actrice, elle a une présence à l'écran qui, à mon sens, vous allez certainement bientôt en entendre parler si vous ne la connaissez pas, parce qu'il y a de fortes chances que, tôt ou tard, le cinéma lui offre enfin quelque chose, lui offre enfin un rôle qui soit à la hauteur de sa prestation, de sa prestance et de son talent. Et enfin, pour terminer cette rapide vidéo, je vous avais dit, j'allais vous faire mon petit pronostic pour les Oscars. Et évidemment, je ne vais pas vous faire toutes les catégories, je vais vous faire simplement les principales. Parmi les principales, le meilleur réalisateur. Alors, on a Martin McDonagh pour The Banshees of Inisherin, Todd Field pour Tar, Ruben Östlund pour Triangle of Sadness, Daniel Kwan pour Everything Everywhere All on Us, Daniel Scheinert pour également Everything Everywhere All at Once, et évidemment Steven Spielberg pour Fabelmans. Alors, j'ai vu tous ces films, j'aurais envie de dire Steven Spielberg parce que c'est Steven Spielberg et parce que Fabelmans, franchement, c'est un film vraiment... Alors, est-ce que c'est un film pour cinéphiles? Est-ce que c'est un film pour tout public? Tout public, je ne pense pas. Je pense que le grand public pourrait à un moment donné finir par s'emmerder. Néanmoins, moi, parmi tous ces films-là, celui que j'ai plutôt bien aimé, c'est Triangle of Sadness. Donc peut-être que Ruben Östlund a peut-être ses chances, même si, encore une fois de plus, il a déjà reçu la Palme d'Or, je crois, à Cannes. Donc là-dessus, moi, je suis un petit peu hésitant, mais j'aurais envie de dire peut-être Steven Spielberg, pour lui donner l'occasion de couronner un petit peu sa carrière, parce que le monsieur il commence à vieillir, hein, donc aujourd'hui, ses espoirs de continuer à faire beaucoup de films sont beaucoup moindres, donc peut-être qu'en effet, ce sera l'occasion pour lui d'être couronné. Best Supporting Actress, Angela Bassett pour Black Panther, Kerry Condon pour Banshees of Inisherin, Jamie Lee Curtis pour Everything Everywhere All at Once, et Stephanie Hsu pour Everything Everywhere All at Once, et Hong Chau pour The Well. Alors, Angela Bassett, non. Kerry Condon, peut-être. Je pense que peut-être, ouais. Kerry Condon pour The Banshees of Inisherin soit couronné de cet Oscar. Best Supporting Actor, Brendan Gleeson pour Banshees of Inisherin, Brian Tyree Henry pour Causeway, Jude Hirsch pour Fabelman, Barry Keoghan pour Banshees of Inisherin et Ki-Yoon Kwan pour Everything Everywhere All at Once. Jude Hirsch pour Fabelman, ouais, peut-être, sans doute, je pense. Ou à moins que ça soit sur Brendan Gleeson, parce que Brendan Gleeson est aussi pas mal dans The Banshees, donc peut-être si le précédent n'est pas sur Banshee, alors je pense que ce sera Brendan Gleeson qui risque de l'emporter très aisément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Live action, Best Animated Feature, ouais, pour Turning Red, Guillermo del Toro pour Pinocchio, Marcel de Shell with the Shoes, The Seabest, je pense Guillermo del Toro pour le Pinocchio. Franchement, de tous ces films-là que j'ai vus, pour moi, le Pinocchio est vraiment au niveau pour recevoir cet Oscar. Best International Feature Film, donc là c'est le meilleur film étranger, donc on a All Quiet on the Western Front, Argentina 1985, The Quiet Girl, Close et E.O. Il y a des chances que ce soit la nouvelle version allemande à l'ouest, rien de nouveau, hein, parce qu'il y a All Quiet on the Western Front, parce que le film vraiment mériterait ce genre de récompense. Meilleure actrice, Andrea Riseborough pour Leslie, Michelle Williams pour The Fabelmans, Cate Blanchett pour Tar, Ana de Armas pour Blonde et Michelle Yeoh pour Everything Everywhere All at Once. Alors, moi je vais vous dire, Ana de Armas, elle fait le taf, mais de là à ce qu'elle reçoive l'Oscar,
alors là, ça serait vraiment, vraiment un tremplin pour elle. Mais franchement, je pense que ça va se jouer certainement entre Cate Blanchett et Michelle Williams pour The Fabelmans, parce que Michelle Williams, elle est excellente dans The Fabelmans, même si Cate Blanchett fait également, elle aussi, une très belle prestation dans The Tar. Donc ça va se jouer entre ces deux actrices, à mon avis. Pour le meilleur acteur, il y a Paul Mescal pour Aftersun, Bill Nighy pour Living, Colin Farrell pour The Banshees of Inisherin, Austin Butler pour Elvis et Brendan Fraser pour The Well. Là, pareil, je pense que ça va se jouer entre Brendan Fraser et Colin Farrell. Et très sincèrement, je pense qu'au vu de ce qui est en train de se passer pour Brendan Fraser, unanimement encensé pour ce rôle dans le film The Whale, je pense qu'à mon avis, Brendan Fraser va... ça va être un peu une sorte de récompense à double emploi, c'est-à-dire une récompense pour ce rôle et une récompense pour sa carrière, une sorte de sanctification après qu'il ait été un petit peu écarté des grandes productions pendant de nombreuses années. Donc pour moi, ça sera certainement Brendan Fraser. Et enfin, le meilleur film. Alors là, il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 10 films. Il y a le Top Gun de Maverick. Il y a The Woman Talking, Everything Everywhere at Once, The Banshees of Inisherin, Triangle of Sadness, The Fabelmans, All Quiet on the Western Front, Avatar, The Way of the Water, Elvis et Tar. Il y a des bons films. Alors, tous ces films, je les ai vus, à l'exception de Woman Talking. J'ai envie de dire... Avatar, le problème c'est qu'Avatar, James Cameron, il a déjà raflé des Oscars. Des Oscars meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur film. Je ne me souviens plus si c'est pour Avatar ou je ne sais plus quel film. Mais parmi tous ces films-là, qui beaucoup sont de qualité. Moi, j'ai beaucoup aimé Triangle of Sadness, j'ai bien aimé Fabelman, j'ai bien aimé All Quiet on the Western Front, j'ai aimé Avatar, j'ai beaucoup aimé Elvis, j'ai apprécié Tar, donc le choix est très difficile. Mais je vais faire un choix qui me paraît être un choix logique. Pour moi, ça sera peut-être, je me trompe, ça sera Top Gun. Pourquoi Top Gun ? Tout simplement parce que Top Gun, le film a rempli toutes les cases, a rempli ses promesses. Mais il est allé bien au-delà. Il est allé bien au-delà, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un film qui, sous-jacent l'histoire du personnage de Maverick, c'est aussi un message qui est envoyé au public, pour dire voilà, on fait une suite d'un film qui a été un succès des années 80. Or, aujourd'hui, il faut laisser la place à du jeune, il faut laisser la place à du nouveau. Parce qu'on a une fâcheuse tendance aujourd'hui à aller chercher des vieilles histoires, des vieilles recettes, des vieux succès, pour essayer de faire tourner le business. Or, beaucoup l'ont fait et beaucoup se sont cassés le nez. Que ce soit d'ailleurs au cinéma ou à la télévision. Et par exemple, aujourd'hui, on vient d'apprendre que va être mise en chantier une série Starsky et Hutch. Mais Starsky et Hutch, à l'actuel d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce serait en réalité des inspectrices, c'est-à-dire que ce seraient des femmes, en l'occurrence pour jouer les filles de Hutch et de Starsky. On a vu l'apparition d'un remake, on va dire, de Magnum. On a vu il y a quelques années un remake d'une série MacGyver. Sauf que le problème, c'est que si ces séries se sont plutôt bien vendues sur les chaînes américaines grand public, et que ces séries ont trouvé leur public, même si c'est pas mirobolant, on a eu récemment la sortie d'un reboot du Prince de Bel-Air. Alors je crois que c'était un film ou une série, je ne sais plus. Ça n'a pas marché. Là, on a actuellement sorti depuis quelques semaines, je crois, The 90s, qui est une suite de la série The 70s, que vous connaissez peut-être. Sauf que Maverick, à un moment donné, met un petit peu le postulat là-dessus, en disant « Stop, arrêtons d'aller chercher des vieilles recettes, arrêtons d'aller chercher des gros succès, arrêtons de vouloir donner des suites à des succès d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Donnons aujourd'hui un nouveau souffle au cinéma. »
Et c'est un peu le message d'ailleurs qu'on voit dans Maverick, de par le personnage même de Maverick. Et puis surtout, Top Gun, Maverick, c'est quand même un film qui s'est tenu dans les salles de cinéma, qui a eu une constance dans les salles de cinéma. C'est un film qui, à la limite, a en grande majorité plu à tout le monde. Plu aussi bien aux critiques, même aux critiques parfois les plus acerbes, les plus difficiles, que le public. Même des non-convertis, même ceux qui n'aiment pas ou n'apprécient pas forcément Tom Cruise. Le film a cartonné. Et il a cartonné, et cartonné au point de même permettre à des salles de cinéma de sauver l'été 2022. Parce que oui, en 2022, l'été, il n'y a pas eu des gros films, il y a eu des blockbusters, mais qui n'ont pas du tout marché. Et finalement, les cinémas s'en sont sortis grâce à Top Gun. Et donc, il y a peut-être des chances que l'Académie des Oscars récompense ce film pour pas seulement ce qu'il est, mais ce qu'il représente. Et je pense que si Top Gun reçoit l'Oscar du meilleur film, ça serait certainement l'occasion pour les académies, pour les Oscars, de redorer aussi leur blason. Parce que depuis quelques années, malheureusement, on a pu constater que les Oscars étaient tombés un petit peu trop dans l'idéologie progressiste. Ce qui a déplu à beaucoup de gens, beaucoup d'Américains qui sont des cinéphiles. Donc on verra bien ce qui va se passer, on va voir le résultat. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo des Films du Grenier. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.